Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019 où j'ai le plaisir de recevoir Défi avec Jonathan de la Tower qui est 3e à la Chambre, Marco Lowenstein qui est 4e à la région et puis le plus jeune des candidats, Nabil Boulakrif qui est 62e à la région. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors on va commencer par les jeunes, par les plus jeunes, par l'avenir. Merci. Par les plus jeunes. Bon, je reconnais des jeunes ici. Dans la bonne humeur en plus, c'est bien. Donc, alors Nabil, racontez-nous un peu votre histoire, pourquoi vous vous présentez. À un si jeune âge, on parle tout le temps des jeunes qui dénigrent, enfin qui s'éloignent de la politique, et vous, vous êtes en plein dedans, alors racontez-nous un peu. Écoutez, je pars du principe où nous sommes arrivés à un certain moment où il faut que les jeunes puissent prendre leurs responsabilités. Vous avez très bien vu les jeunes qui se sont mobilisés pour le climat. Il y a énormément de jeunes qui se mobilisent pour énormément de causes, et donc moi j'aimerais aller dans la continuité de cela. Continuer le travail que les autres jeunes ont entamé. Et aussi pour donner un signal fort, pour dire que les jeunes se doivent d'être représentés en politique. Ils ont aussi leur mot à dire. Et comme vous l'avez dit auparavant, la jeunesse, c'est l'avenir. Donc on se doit, dès le plus jeune âge, de foncer droit au but, avec des objectifs clairs pour l'avenir, et pas que pour les jeunes, mais des objectifs pour tout le monde, parce qu'on est jeune, on arrive avec de nouvelles idées, on est dynamique, et donc voilà, c'est un travail collaboratif entre jeunes, moins jeunes, entre expérience et vivacité, et donc voilà. Et je pense que mon colistier est du même avis que moi. Oui, tu te présentes déjà, donc Jonathan de la Tower. Vous, votre engagement, 3e à la Chambre, c'est quand même une belle position pour être élu. Donc, racontez-nous un peu. Tout à fait. Mais disons que le passage en politique, c'est pas fait du jour au lendemain. C'est une suite logique par rapport à mon investissement dans le milieu associatif. Donc ça fait depuis mes 17 ans que je suis impliqué pour le collectif. Et aujourd'hui, quand je vois aussi que plusieurs partis pointent les divisions entre les citoyens, j'ai aussi envie de les rassembler, j'ai envie de montrer les ressemblances, d'avoir un projet de société commun, et donc c'est important pour moi de m'investir. Et aussi quand je vois qu'aujourd'hui, la transition énergétique est un des débats clés de ces élections, c'est quand même mon sujet professionnel, puisque j'ai étudié à Polytechnique à l'ULB, donc je suis ingénieur et spécialisé dans les énergies, et j'ai travaillé aussi 4-5 ans dans le domaine, et donc j'ai une expérience de 10 ans, et quand j'entends un peu tout ce qui se raconte, j'ai envie de participer au débat, de faire partager mon expérience associative et professionnelle au bénéfice de la collectivité. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers Marco Lowenstein, qui est 4e à la région bruxelloise. Alors, Marco, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, racontez-nous un peu votre parcours et pourquoi vous vous présentez. Alors, je suis encore jeune en politique. Je me sens encore très jeune et plein d'énergie. Donc, moi, j'ai commencé en politique en 2006, où j'ai été élu conseiller communal à Forêt. J'ai été réélu en 2012 où je suis devenu échevin, et en 2014, donc depuis 5 ans, je suis député au Parlement bruxellois. Et la raison pour laquelle je me suis investi en politique, c'est aussi lié à mon activisme dans le monde associatif avant ça, où j'étais notamment président de l'Union des étudiants juifs de Belgique. Et c'est principalement, en tout cas ce qui m'a amené vers FDF à l'époque, Défi aujourd'hui, c'est la protection des droits fondamentaux, c'est la lutte contre l'extrême droite, contre les extrêmes de manière générale. Hier c'était l'extrême droite, aujourd'hui c'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc voilà, ça c'est un des fondements, on va dire, de mon investissement. Et puis ce sur quoi je travaille depuis que je suis mandataire aussi, et ce qui me semble aussi fondamental dans notre rôle de mandataire, c'est de réconcilier le politique et le citoyen. C'est d'être toujours en contact, que ce soit pendant les périodes électorales, mais aussi pendant toute la durée du mandat. Quand on est mandataire, on doit rendre des comptes à ses mandants, et je pense que certains mandataires ne s'en souviennent pas, ou s'en souviennent peut-être juste avant les élections, mais c'est pendant toute la durée de la législature qu'il faut y penser et être au service des citoyens. Voilà le fondement de mon engagement. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Jonathan parce qu'il a soulevé on a parlé de jeunes et tout ça, et donc les jeunes
jeunes se mobilisent chaque semaine, même en brossant les cours. Alors, ces jeunes-là, vous avez parlé du climat, de votre connaissance dans le climat. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez Et tout d'abord, je pense qu'il y a un constat à faire, c'est qu'on dit souvent que notre société est de plus en plus individualiste. Et les jeunes envoient un très beau signal quelque part. Ils se mobilisent vraiment pour le collectif. On a une seule planète, ils le répètent et ils veulent vraiment que ça bouge pour les générations futures et en commençant par eux aussi. Et donc, il faut pouvoir leur apporter de véritables réponses et ne pas avoir un ton condescendant par rapport à ces jeunes aussi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir leur dire ce qui a été fait, pouvoir discuter de quelle est la situation aujourd'hui et de ce qu'il est possible de faire. Et je pense que c'est une manière aussi d'affronter la réalité. Il ne faut pas non plus leur faire des fausses promesses en essayant de récupérer un maximum de voix en période électorale. Il faut pouvoir leur dire ce qui est réaliste, ce qui est juste de faire, et de pouvoir vraiment faire une feuille de route en les mêlant aux discussions, en les mettant autour de la table, et pour qu'ils puissent aussi voir un petit peu avec des experts vraiment vers quoi on se dirige, pour qu'aussi on puisse dans les années à venir assumer les décisions qui ont été prises, et pour éviter d'avoir un scénario tel qu'on l'a aujourd'hui, où on prend une décision en 2003 de fermer nos réacteurs nucléaires, et finalement on les remplace en 2025 par des centrales au gaz. Et je doute qu'à l'époque, on ait prévenu les citoyens que ça allait se passer de la sorte. Et donc il est vraiment indispensable de fixer une feuille de route et de leur expliquer, de les mêler aux discussions, et de vraiment de ne pas leur raconter n'importe quoi. Vous voyez plus de participation citoyenne dans la future loi climat qui malheureusement n'a pas vu le jour. C'est une très bonne remarque. Effectivement, il faut un peu s'inspirer du modèle hollandais avec les Klimaatstafel, comme ils ont vraiment mettre un maximum d'acteurs de la société politique, experts. Donc moi j'ai l'avantage d'être les deux, de mettre des jeunes, vraiment des associations, de mettre différents acteurs pour discuter ensemble d'une feuille de route et s'y tenir, et que ça dépasse les échéances électorales. Ne pas simplement discuter énergie, climat pendant une élection, et puis 5 ans plus tard, on réouvre le débat et on voit qu'on n'a pas forcément avancé. Aujourd'hui, par exemple, quand on a les débats sur le nucléaire qu'on avait au début, en 2003, on voit que le nucléaire, c'est toujours 50% de notre consommation d'électricité. Et donc, qu'est-ce qui a été fait pendant toutes ces années? On a aussi un objectif qui est fixé pour 2020 de 13% de renouvelables de notre consommation. On est aujourd'hui avec la Belgique un des pires élèves de l'Union européenne avec 9,1%, donc très loin de notre objectif. Donc ça montre très clairement qu'il ne suffit pas de fixer des objectifs, ce qui est une bonne chose en soi, mais il faut les accompagner d'une feuille de route, voir combien ça va coûter, voir qui va payer, voir combien d'emplois vont être générés, et tout ça, ça nécessite de se mettre autour d'une table, de faire un brainstorming, de réfléchir ensemble à une trajectoire et ce qu'on veut faire. Et c'est ce que Défi souhaite faire. Alors l'écologie rime souvent avec taxe, vous l'avez bien vu, on l'a vu aussi en France. Qu'est-ce que si demain vous êtes dans la coalition fédérale, parce que bon, plusieurs partis prônent des taxes, d'autres prônent plus des initiatives un peu de style la Smart Cities et mettre en avant les technologies. Mais disons qu'il faut, oui, il y a une part de taxes qui vont arriver, mais on mise davantage sur les incitations. Et il est important, par exemple, quand on prend des mesures, de vérifier qui va payer. Et je cite ici souvent le rapport Bruegel, qui analyse l'impact sur des mesures environnementales sur les différents revenus. Lorsqu'on met une taxe carbone, on voit que c'est davantage les plus bas revenus qui vont payer. Et donc il est important de prendre des mesures compensatoires. Non pas de dire on ne prend pas la mesure, mais de dire on doit prendre la mesure parce qu'une transition énergétique et écologique est nécessaire, mais dans un même temps, on va faire diminuer le poids de cette transition sur ceux qui n'ont pas les moyens de la payer quelque part. Et donc c'est d'utiliser les recettes générées par ces taxes environnementales et de les redistribuer en priorité aux plus bas revenus. Et pour Défi, on voit les mouvements de contestation sociale comme le mouvement des Gilets jaunes et les marches pour le climat ne sont pas deux mouvements antagonistes, on peut tout à fait les concilier et prendre des mesures environnementales et des mesures compensatoires pour les équilibrer. Et on voit par exemple aussi que lorsqu'il est question du logement, par exemple, on voit que le prix de l'électricité il a fortement augmenté. Depuis 2007, on a fait plus 61%. C'est énorme. Ça impacte davantage les plus bas revenus. Et donc, il est important de prendre des mesures pour permettre à ces plus bas revenus de diminuer leur facture énergétique. Et donc, chez Défi, on souhaite investir aussi dans les logements sociaux. Et donc, de permettre
aussi d'inciter les propriétaires à améliorer l'isolation de leurs bâtiments. Et ça se fait au moyen d'un bonus-malus sur le précompte immobilier, par exemple. Vous augmentez la classe PEB d'un niveau, vous avez une diminution de 3% sur votre précompte immobilier, ce qui est une mesure très concrète. Et si vous ne le faites pas, vous avez une augmentation de 2%. Et donc on voit ici, avec une politique, on arrive à inciter les propriétaires pour qu'ils puissent prendre des mesures dans leur logement. Ils vont aussi être bénéficiaires s'ils le font, il y aura un retour sur investissement, et ça bénéficiera aussi aux plus bas revenus. Alors l'environnement, moi je vais me tourner vers Marco au sujet, parce que qui parle d'environnement parle aussi de mobilité. À Bruxelles, c'était quand même assez catastrophique. On a vu le ministre de Smet se faire interdire même Vitamar. Donc la tension est vraiment de la part des gens sur le sujet de la mobilité quand même très grande. Alors à Défi, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer ça et de manière à rendre le trafic un peu plus fluide et les déplacements à Bruxelles plus faciles, plus agréables surtout? Mais la mobilité, elle fait réagir tout le monde parce que tout le monde est impacté par la mobilité. Que ça soit un usager du transport public ou un automobiliste. L'automobiliste, il a l'habitude de sa voiture, et si on lui dit du jour au lendemain, on va supprimer les places de stationnement, on va vous empêcher de rouler en ville, et donc vous empêcher d'aller amener votre enfant à la crèche, ou d'aller au travail, d'aller faire vos courses, je peux comprendre que les automobilistes soient fâchés, et je peux comprendre aussi que les usagers des transports publics soient insatisfaits de l'offre actuelle. Aujourd'hui, pour régler la congestion, il faut travailler à plusieurs niveaux, et il faut surtout aussi changer la manière de voir les choses, la manière de gouverner. Ces dernières années, on décide, on prend des décisions à 5 ans. Donc une législature, donc quand on vote tous les 5 ans, et donc en gros tous les 5 ans, on fait et on défait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est voir à plus long terme, c'est voir à une échelle de 25 ans, à une échéance de 25 ans, et notamment, dans ce cadre, développer un vaste plan de métro, qui nous semble absolument nécessaire d'avoir aujourd'hui à Bruxelles un métro digne de ce nom, comparable aux grandes villes européennes. Aujourd'hui, à Bruxelles, il y a 4 lignes de métro. Il y a 55 km de lignes de métro, pré-métro, donc le tram souterrain compris. C'est indigne d'une grande ville comme Bruxelles, d'une région comme Bruxelles, qui est un centre économique, le poumon économique de la Belgique. Donc ce qu'on souhaite faire, c'est rationaliser les lignes existantes, étendre la ligne vers le nord, ça c'est prévu déjà sous ce gouvernement, mais également l'étendre vers le sud, du côté de Fort-Jacot, prolonger le tram du côté de l'ULB, mais également vers Brookman, et puis créer 4 nouvelles lignes. Voilà un projet qui est ambitieux, qui est finançable. Ça nécessite de faire des choix budgétaires aussi, mais il est finançable. On a des sources financières pour ça, et des ressources et des idées pour y arriver. Mais c'est absolument nécessaire. Donc 4 nouvelles lignes de métro, ça c'est une de nos priorités, ce qui n'empêche évidemment pas de continuer à développer le réseau en surface, le tram, le bus, et aussi avoir un focus sur le réseau ferré. À Bruxelles, on a très belles infrastructures de chemin de fer, sauf qu'elles sont totalement sous-exploitées. En fonction des gares, on a 1 ou 2 trains par heure, intra-bruxellois. Je ne parle pas des trains qui passent à la gare du Midi, gare centrale, gare du Nord, mais dans toutes les gares bruxelloises, on a 1 ou 2 trains par heure, ce qui est totalement insuffisant, et nous on veut que la SNCB, c'est pas une décision purement régionale, mais c'est à la région d'insister pour défendre les intérêts de ses habitants. On veut un train tous les quarts d'heure, en journée et en soirée. Je pense qu'avec ça, avec le développement du métro en parallèle, avec le développement des autres transports en commun, avec la mise en place de pistes cyclables sécurisées sur les grands axes pour inciter vraiment les gens qui en sont capables de prendre leur vélo pour se déplacer, parce qu'on sait que 60% des déplacements à Bruxelles sont des déplacements de moins de 5 km. Il y a moyen d'utiliser le vélo pour faire 5 km, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour une partie de la population. Ça permettrait un shift modal vers la mobilité douce. Voilà quelques propositions. Et puis, il me semble aussi important en matière de mobilité d'améliorer la qualité des services. Aujourd'hui, on a plein de modes de mobilité différents. Au niveau des transports publics, il y a la STIP, il y a de Lane, il y a Tech, il y a la SNCB, mais il y a aussi tous les modes de transport aujourd'hui partagés, les vélos, les trottinettes, les voitures. On peut aussi inclure les taxis, les parkings. Il serait bien, enfin, d'avoir un pass mobilité, donc une plateforme unique pour réserver, pour planifier son trajet de A à B, sans devoir se soucier de quel opérateur on va prendre, en fonction du choix des modes de transport qu'on est prêt à prendre.
c'est la machine, en gros, c'est la plateforme qui va donner le trajet le plus efficient, et puis les répartitions des recettes, elles se feront après entre partenaires, pas besoin à l'usager, aux citoyens, à l'usager des transports publics de devoir se soucier. Un abonnement unique, voilà, l'intégration tarifaire. Et encore un autre point qui nous semble fondamental, c'est de penser aussi aux personnes à mobilité réduite. Si on évalue le nombre de personnes, le pourcentage de personnes à mobilité réduite au sens large à Bruxelles, en Belgique, c'est 30% de la population, en prenant les personnes en chaise roulante, les malvoyants, les personnes handicapées intellectuelles, les personnes, une maman qui pousse une poussette, c'est aussi une forme de mobilité réduite. Ou encore un touriste qui doit traîner ses bagages. Voilà, enfin toute une série de situations qui ne sont pas aujourd'hui prises en compte parce que les infrastructures ont été mises en place il y a une trentaine, une quarantaine d'années pour les personnes qui travaillent, pour les personnes valides, et il y a de nombreuses adaptations à faire aujourd'hui qui sont absolument nécessaires pour rendre cette société réellement inclusive. Voilà, ça fait aussi partie, je pense, du vivre ensemble. On vit ensemble entre communautés. Mais tout à fait, les PMR, on n'en a pas beaucoup parlé. Entre toute la population, et voilà, c'est fondamental de prendre en compte tout le monde et de mettre en place les actions concrètes pour que ça puisse être réalisé. Alors certains partis parlent de gratuité des transports en commun comme incitant. Ouais. Pour vous, est-ce que vous voyez et ça plus comme une fausse bonne idée ou comme effectivement quelque chose qui pourrait rentrer en compte, étant donné que beaucoup de partis qui étaient là nous ont dit que les caisses sont pleines à la région depuis le financement de la réforme de l'État? Ben, moi je dirais que c'est une vraie mauvaise idée. C'est une vraie mauvaise idée parce que c'est très bien de vouloir proposer la gratuité, mais la gratuité elle a un coût. Il n'y a rien n'est gratuit. Et rendre les transports publics gratuits, ça veut dire une perte déjà nette de recettes de 200 millions d'euros par an pour la STIB. Il faut bien retrouver ça quelque part. Alors si c'est pas les usagers qui payent les 200 millions d'euros, ça va être tous les Bruxellois qui vont devoir payer pour les usagers qui profitent des transports publics. Est-ce qu'ils vont vraiment profiter des transports publics s'ils sont gratuits? S'ils sont gratuits, une évaluation a été faite de l'augmentation de la demande de transport de 25%. Aujourd'hui, les transports publics sont saturés, d'où notre objectif, notre volonté de développer les infrastructures, d'améliorer l'offre, le confort, la qualité du transport. Si on rend les choses gratuites, on ne peut pas financer les infrastructures. Et si on rend les choses gratuites, ça va peut-être avoir un effet contraire de ce qu'on veut. Si on veut inciter les gens à prendre les transports, il faut que les transports soient confortables. Si c'est pour augmenter la capacité de 25% d'un réseau saturé, on va juste compresser les gens comme des sardines dans des transports en commun, dans des métros, et ça portera sans doute pas ses effets. En tout cas, c'est pas une proposition sérieuse et c'est pas une proposition que DEFI défend. On défend le développement des infrastructures, les investissements pour une meilleure qualité. Et quand on entend les sondages qui sont faits par rapport à cette gratuité, la plupart des personnes sondées préfèrent payer pour un service de qualité plutôt que d'avoir un service médiocre gratuit. Merci. Je vais me tourner vers Nabil Boulakrif. Vous avez parlé des jeunes et de l'éloignement des jeunes à la politique, mais que vous avez des bonnes idées. Bien sûr. Donc comment on réconcilie un peu tout ça, un peu plus de participation citoyenne? Qu'est-ce qui motiverait? Parce que c'est quand même quelque chose, ça fait des dizaines d'années qu'on parle de, même autant où on était, enfin moi j'étais jeune. Je vais pas relancer. Mais on en parlait déjà. Les jeunes ne sont pas intéressés par la politique, les jeunes ne vont pas voter. On voit que 20% de la population en Belgique ne va même pas voter, elle n'est pas. Donc, écoutez, il y a un constat accablant. C'est ma première campagne et franchement c'est une magnifique expérience. Je rencontre énormément de gens au quotidien, énormément de jeunes et lorsque je discute avec ces jeunes et je leur dis bon, est-ce que vous savez pour qui voter? Est-ce que vous savez qu'il y avait des élections le 26 mai? Au moins 60% de ces jeunes-là, ils me disent, bah écoute, je ne savais pas qu'il y avait des élections, ou voire même, je vote PS. Pourquoi tu votes PS? Bah écoute, j'ai toujours voté PS parce que mon grand-père a voté PS et mon papa a voté PS. Tout simplement. Actuellement, on rencontre des gens qui, voilà, vous leur dites, pourquoi vous n'allez pas voter? Voilà, il y a rien qui change. Il y a une forme de désintérêt de la part des jeunes vis-à-vis de la politique et il faut
il faut évacuer ces préjugés de, voilà, un politique c'est un voleur, un politique c'est un menteur, un politique c'est un mec qui ne fait rien du tout. Actuellement, voilà, je suis en campagne, j'ai 19 ans, parallèlement je suis mes cours et pendant l'après-midi, je suis en campagne, vous voyez, et c'est parce que j'ai des objectifs bien clairs, je suis optimiste. Il ne faut pas laisser la place au pessimisme dans notre société, tout simplement. Je viens d'un débat dans une école où j'ai appris énormément de choses aux jeunes, des choses qu'ils ne savaient pas. Et malheureusement, je trouve qu'il y a énormément de partis politiques qui surfent sur cette vague de désinformation qui règne ici dans la région bruxelloise, voire même d'un point de vue national. Lorsqu'il y a des mesures concrètes qui visent à améliorer la qualité de vie des jeunes, les jeunes ne sont pas au courant. Par exemple, un jeune, vous lui dites, est-ce que vous savez pourquoi vous votez tel parti? Et il vous dit non, je n'ai pas lu le programme. Et donc voilà. Il faut, je pense, qu'il y ait plus d'encadrement. Introduire un cours de citoyenneté, par exemple, introduire, écoutez, à l'école, quelles seraient les mesures? Franchement, il y a déjà un cours de CPC qui a été introduit et qui, voilà, au sein de l'école. Mais je pense qu'il doit y avoir plus d'encadrement dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, avoir plus d'encadrement et faire en sorte que l'élève soit beaucoup plus informé. Parce que vous avez des élèves qui voilà, ils arrivent en 6e secondaire, mais à l'école, ils n'ont jamais parlé politique. Vous lui parlez du PS, du MR, etc. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils revendiquent, tout simplement. Donc je pense qu'il faut mettre en place des actions citoyennes qui visent à donner un maximum d'informations, qui visent à voilà, parce que un jeune qui ne s'intéresse pas à la politique, c'est parce que il se dit, bah écoutez, les élections c'est tous les 5 ans, voilà, j'ai pas réellement un gros rôle à jouer là-dedans, on m'en a jamais parlé, d'où son désintéressement, tout simplement. Mais si le jeune, dès le plus jeune âge, est encadré, on lui parle de politique, on lui parle de mesures concrètes, on lui fait comprendre que le jeune, c'est l'avenir, et que c'est son avenir qui est en jeu, ben écoutez, je peux vous dire que le jeune en question, il va vite aller sur Internet et regarder le programme de tous les partis, tout simplement. En l'occurrence, on parlait d'environnement, mais la majorité des jeunes qui sont sortis dans les rues pour parler, pour crier haut et fort, voilà, nous devons rester unis, nous devons tous nous rassembler pour sauver notre environnement. Ben ces jeunes-là, avant l'environnement, est-ce que vous croyez qu'ils savaient quelque chose sur la politique? Mais est-ce que vous pensez que c'était des jeunes qui étaient intéressés vis-à-vis des partis politiques? Non. C'est parce qu'ils ont vu que quelque chose n'allait pas bien. Il y a eu un constat. Et ils se sont dit, mais en réalité, il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on se bouge. Et il faut nécessairement déjà mettre un cadre qui puisse voilà, aider les jeunes dans leur démarche vis-à-vis de leur travail de recherche vis-à-vis des politiques, etc., leur donner des informations en plus, mais aussi, ouais, c'est triste à dire, mais il faut aussi un certain changement d'un point de vue moral. Parce que nous grandissons dans une société... Vous pouvez expliquer? Bien sûr, nous grandissons dans une société où nous ne connaissons pas le panel de l'ensemble des partis politiques que nous avons. Vous avez des jeunes qui ne connaissent que 4 partis. Vous avez des jeunes qui, voilà, d'un point de vue, lorsque je vous dis d'un point de vue moral, c'est dans l'essence même de leur réflexion. Vous avez des jeunes qui vous disent, bah écoutez, à quoi ça sert d'aller voter? Mais si on remet les points sur les i, et on leur montre qu'un vote, bah, c'est déjà une action. Parce que comme on dit, pour faire 1 kilomètre, il faut faire un pas, tout simplement. Vous voyez? Et malheureusement, par exemple, moi je viens d'un quartier assez compliqué, Scarbeck. Des jeunes qui, voilà, ils sont là dans les coins de rue, des jeunes qui ne partent plus à l'école malheureusement, et ces jeunes-là ont besoin de l'aide des politiques. Ils ont besoin de l'aide des politiques. Mais d'un point de vue, d'où mon mot moral, d'un point de vue réflexion, ben, vous dites, je n'ai pas besoin de la politique, ils ne m'ont jamais aidé, et c'est d'ailleurs à cause d'eux que je me retrouve dans une situation pareille. Vous voyez? Et il faut qu'à un certain moment, on puisse faire la part des choses, tout simplement. Et nous, en tant que jeunes, et je regarde Marco ici, comme ça, voilà, comme ça, il n'y a pas de discrimination. Mais voilà, en tant que, nous quatre, voilà, nous quatre, en tant que jeunes, c'est de notre devoir. C'est de notre devoir de remettre les points sur les i et de prouver que chaque jeune a son mot à dire, que les jeunes doivent
se doivent d'être beaucoup plus mobilisés afin de défendre telle ou telle thématique. Par exemple, en l'occurrence, moi je suis encore étudiant. Et j'ai fait de mathématiques principales l'enseignement. Voilà, l'enseignement, ce que vivent les autres, je le vis au quotidien, tout simplement. Malheureusement, nous sommes dans un pays qui, voilà, c'est un triste constat, mais il faut savoir que la Belgique, c'est le pays avec le plus gros taux de redoublement en Europe. C'est aussi un des pays avec le plus gros taux de discrimination à l'intérieur du système de l'enseignement. Et pourtant, c'est l'un des enseignements les plus subsidiés d'Europe. Donc c'est pas point de vue moyen, non. Il faudrait changer parce qu'il y a eu des propositions. On critique beaucoup le décret inscription. Il y a le tronc commun aussi. Alors qu'est-ce que vous proposez pour moi, la mesure phare visant à faire de l'enseignement un véritable modèle d'enseignement pour l'ensemble des pays européens, c'est de baisser l'âge de 5 ans à 3 ans. Donc, l'obligation voilà, pour qu'un enfant puisse aller à l'école, c'est 5 ans actuellement. Et si on puisse la faire baisser à l'âge de 3 ans, ce sera magnifique. Dans le sens où il y a des études scientifiques qui prouvent très clairement qu'un enfant, dès le plus jeune âge, assimile énormément beaucoup de matière. Et donc, dès le plus jeune âge, si cet enfant-là, on fait en sorte qu'il soit encadré, on fait en sorte que cet élève-là puisse vivre ensemble avec les autres élèves, lui inculquer des valeurs citoyennes, lui inculquer des valeurs de collectivité, parce que actuellement le constat est triste. Un élève dans une classe, c'est la compétition. C'est moi je dois avoir plus de points que toi, ou bien le travail collaboratif. Il n'y en a pas, malheureusement. Et donc, il faut appuyer sur le travail collaboratif et sur le battage, parce que j'aime imager certaines choses. Par exemple, écoutez, je le dis souvent aux gens que je rencontre dans la rue en parlant de cette mesure. Je leur dis, écoutez, vous avez un arbre qui grandit de travers dès qu'il pousse. Écoutez, celui-ci va grandir de travers, tout simplement. Mais un arbre qui a des racines bien ancrées, une fois qu'il grandit bien droit, il restera bien droit, tout simplement. Et donc, pour moi, la mesure phare, c'est de baisser l'âge de l'obligation scolaire à l'âge de 3 ans. C'est construire une maison sur de bonnes fondations pour qu'on puisse faire de notre enseignement un vecteur de productivité, tout simplement. Pour que l'enfant, lorsqu'il sorte de secondaire et qu'il ait un diplôme, c'est un diplôme qu'il ait mérité et aussi un diplôme qui est représentatif de ses capacités. Parce qu'actuellement, vous avez énormément de jeunes qui sortent avec des diplômes, mais une fois que vous les mettez dans le marché de l'emploi, écoutez, c'est comme si vous les avez mis en plein milieu d'une forêt, ils ne savent plus où donner de la tête. Tout simplement, ils ont un papier, mais ils ne sont pas compétents. Donc, c'est un triste constat, mais donc, voilà. Je vais me tourner alors vers Jonathan de la Tower, parce que vous n'avez pas au fédéral, vous n'avez pas l'éducation comme priorité, mais vous avez les formations et l'emploi. Tout à fait. Alors, on parle, la Commission européenne est sortie avec 68% des enfants qui naissent aujourd'hui vont faire des métiers qui n'existent pas encore. Alors comment on prépare? On voit qu'il n'y a pas vraiment de bonne passerelle entre l'école et le monde de l'emploi. Je vais revenir d'abord sur ce qui a été dit aussi, parce que c'est important. Donc effectivement, l'école, ce n'est pas seulement un lieu d'apprentissage par rapport aux connaissances rationnelles, c'est aussi un endroit où on construit la société de demain et une société apaisée. Et donc il faut à tout prix que les petites têtes blondes, les petits élèves apprennent l'empathie et la bienveillance à l'égard d'autrui. Et donc c'est vraiment pour qu'il y ait une cohésion sociale, ça se construit à l'école, donc il est important effectivement de rendre l'école obligatoire à partir du plus jeune âge de 3 ans. Par rapport au manque de confiance dans la politique qui a été évoqué, je pense qu'il faut quand même souligner que dans notre pays, il ne se passe pas une législature sans scandale et sans déception par rapport aux politiques. On a eu Publifin encore, on l'oublie, c'est pas au devant de la scène dans cette campagne, on semble l'oublier. On a eu le SAMU social, on a eu la Carole Régienne lorsque j'étais encore beaucoup plus jeune, on a eu le Kazakh Gate. On voit finalement qu'il y a des casseroles un peu partout et je suis ravi effectivement que chez Défi, on n'ait pas ces casseroles, donc on échappe véritablement et donc on voit que les partis ne nous tirent pas dessus parce que on voit qu'on n'a pas à nous reprocher des grandes casseroles, donc on a gardé une éthique, on a placé de l'éthique vraiment comme ADN de notre parti, on a voté un décumul intégral, c'est pas pour rien qu'on a Olivier Mangin qui ne se représente pas sur la liste au fédéral, on a Didier Gauzoin qui fait aussi un pas de côté alors que c'est le ministre préféré des Bruxellois, Olivier Mangin, personnalité préférée des Bruxellois, et donc on voit qu'on fait des choix, finalement, éthiques,
pour regagner cette confiance. Donc ce n'est pas seulement, et tout ce qui a été juste, ce n'est pas seulement un engagement et des paroles que l'on dit, c'est véritablement dans les faits, on traduit ça dans les faits. Alors par rapport à l'emploi, il y a je vais illustrer ça avec un cas très précis pour que tout le monde visualise. Donc je suis ingénieur comme je l'ai dit, et je travaillais chez Engie, et en face on a le bâtiment Proximus. Proximus va licencier massivement maintenant parce que on a la révolution du numérique et qu'on voit que les personnes qui travaillent chez Proximus n'ont pas été formées pour cette transition. Et donc on les met à la porte, on les remplace par d'autres personnes. Donc en valeur absolue, il y aura pas trop de destruction d'emplois, mais chez Defi, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On ne réfléchit pas à remplacer une personne par une autre, et voilà. Une personne qui perd son emploi, c'est une famille qui n'a plus de revenus. C'est ça qu'il faut se dire. Et donc il faut, et c'est ce que Didier Gauzin aussi prône, et c'est ce que nous prônons chez Defi, c'est aussi de former les gens. C'est de permettre aux gens de vivre cette transition et donc finalement de consolider leur accès à l'emploi massivement. Donc voilà, c'est une manière différente de voir les choses. Et aussi, chez Defi, on ne dit pas job, on dit formation, et aussi parce que quel type de travail est-ce qu'on veut demain? Lorsqu'on voit qu'une société comme les GAFA arrive en Belgique, donc c'était Amazon qui est arrivé à Liège, qu'est-ce qui se passe? On a une société qui ne paye pas d'impôts ou très peu en Belgique, qui ne paye pas d'impôts là où elle génère ses bénéfices. Donc résultat, il y a les petites sociétés qui aujourd'hui embauchent et payent bien en Belgique, mais ont une concurrence finalement assez déloyale qui arrive chez eux. Donc il y en a beaucoup qui mettent la clé sous le paillasson. Et donc on a des jobs qui sont beaucoup plus, on remplace des jobs de qualité par des jobs précaires. Et donc il faut pouvoir aussi à ce moment-là, lutter et avoir aussi à l'échelle européenne une harmonisation fiscale pour que ces sociétés payent des impôts et participent à l'effort social. Pour la taxe sur les GAFA. Tout à fait. On est pour la taxe sur les GAFA. Et si l'Europe, tout comme la France a réalisé, si l'Europe ne délivre pas mais cette taxe, est-ce qu'on le prend en tant que Belgique? Il faut avoir une politique réaliste, et c'est-à-dire, et c'est ce que nous prenons chez Defi, on a une intention de travailler avec des partenaires européens, et pas mal de pays vont dans cette direction. Il faut qu'on ait une harmonisation fiscale et qu'on puisse taxer ces grandes sociétés qui précarisent notre travail. Mais donc voilà, on va pas non plus prendre des mesures tout seul dans notre coin en sachant que des sociétés peuvent déménager quelques kilomètres plus loin. Il faut aussi, à un moment donné, on a décidé de créer l'Union européenne et il faut pouvoir prendre des mesures à l'échelle de l'Union européenne. Que ce soit dans la politique migratoire, on peut en parler, que ce soit dans le domaine énergétique ou que ce soit dans le domaine fiscal. On doit pouvoir redonner à l'Europe des projets concrets et ses ambitions. Et arrêter aussi systématiquement de vouloir réfléchir dans notre coin, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, le 26, il y a les élections européennes qui ont lieu en même temps. C'est peut-être aussi regrettable que les élections régionales, fédérales et européennes aient lieu en même temps parce que ça occulte quelque part l'importance de l'enjeu européen et notamment par rapport à l'emploi. Donc voilà, ici on a un peu couvert tout ça, mais sinon voilà, on peut en parler aussi. Mais je vais revenir sur la gouvernance avec Marco Lowenstein, puisqu'il en a beaucoup parlé aussi dans son introduction. Est-ce qu'on devrait faire, il y a eu pas mal d'expériences de budget participatif, on parle de l'initiative citoyenne, d'ailleurs à l'Europe on a la fameuse initiative citoyenne européenne, le référendum qui fait un peu son grand retour en Belgique. Alors pour vous, Marco Lowenstein, quelles seraient les grandes réformes à faire pour éviter justement toute cette corruption, tous ces scandales, pour compléter aussi un peu ce que Jonathan a dit, mais plus au niveau bruxellois? Au niveau bruxellois, de manière générale, je pense que ce qui est fondamental, c'est que les partis aient chacun une éthique irréprochable, soient totalement transparents. C'est absolument fondamental. C'est un gage, on va dire, de qualité que de pouvoir rendre des comptes. Je l'ai dit dans mon introduction, on est mandataire, on rend des comptes. Le mandat, il ne nous appartient pas, il appartient aux citoyens. Et c'est aux citoyens, aux électeurs, à voter pour des candidats de qualité. Moi, j'ai toujours été assez ébahi, étonné de voir que les personnes qui sont à la source de certains scandales continuent à être plébiscités. Ils devraient être sanctionnés par les électeurs. Donc l'électeur a aussi un rôle à jouer par rapport à ça. On est responsable devant l'électeur. Et j'en viens aux outils à mettre en place. Alors,
moi j'ai eu l'occasion la chance d'être échevin de la participation citoyenne pendant 6 ans, où j'ai mis en place quelques initiatives, dont un budget participatif, propreté, où j'ai eu beaucoup de plaintes, c'est logique, on a souvent des plaintes en matière de propreté, et donc j'ai invité les habitants, donc les habitants c'est un tiers de la commune, à participer, donc chacun pouvait sur base volontaire s'inscrire, à participer à une réunion de travail pour que les habitants puissent eux-mêmes suggérer des solutions pratiques. Voilà, vous avez un budget de 15 000 euros, comment vous voulez le dépenser pour améliorer la propreté dans votre quartier, dans le parc à côté de chez vous. Et donc cet objectif, enfin cette initiative, elle a permis deux choses. Enfin, elle permet de tirer aussi certaines conclusions, mais c'est déjà de se rendre compte pour les citoyens de la réalité de la gestion publique. Et donc quand on vient avec des solutions, les solutions, il n'y a pas de solution magique, de solution qui vont permettre de tout résoudre du jour au lendemain. Sinon, ça se saurait et on l'aurait sans doute mis en place. Ça permet aussi de montrer comment on gère un budget et de montrer les procédures au niveau public. Alors ça prend parfois du temps, mais aussi pour des raisons de garantie, de respect des législations, des marchés publics. Il y a des procédures en cours pour que tout se fasse bien dans les règles, pour que la concurrence soit bien respectée, etc. Donc c'est aussi important de le rappeler, on l'a rappelé lors de ces réunions, mais ce qui m'a surtout frappé lors de ces réunions, c'est le profil des personnes qui sont venues, des personnes qui sont déjà impliquées dans le monde associatif, qui sont déjà impliquées dans la propreté, pas le citoyen, pas tous les, enfin il y avait des citoyens lambda on va dire, mais pour aller faire une réelle participation, on devrait aller sonner chez les gens et leur dire voilà, vous allez participer, essayer d'avoir un panel représentatif de la population. C'est pas évident. Et dans les autres mesures à prendre, on parle de référendum, etc. Je pense qu'il est aussi fondamental, alors du tirage au sort au Parlement, je pense qu'il est important, on est dans un modèle de représentation, de démocratie représentative, donc il y a des représentants qui sont élus, et qui peuvent aussi être sanctionnés, je le rappelle, et qui sont aussi responsables. Le fait de tirer au sort déresponsabilise aussi. Or, on gère quand même des données publiques, on gère quand même les services publics, et c'est important de pouvoir rendre des comptes. Donc je suis assez réticent par rapport à la question du tirage au sort, qui pour moi n'est pas la solution. Qu'il y ait plus de consultation, plus de participation, plus de concertation, bien évidemment, mais il faut toujours avoir un responsable qui puisse être récompensé ou sanctionné en fonction en fonction de ses actes. Et j'aimerais rebondir par rapport à la question précédente et par rapport à la question du numérique et à la participation. Moi, je suis assez fier. Je suis candidat aux élections, mais je suis aussi secrétaire général de Défi. Et quand je vois des jeunes comme Nabil et Jonathan qui se présentent pour la première fois sur une liste, Nabil qui a 19 ans, Jonathan a 27 ans, et ils se présentent avec beaucoup d'enthousiasme. Alors certains parlent de naïveté. Moi, j'étais au marché encore hier et je discutais avec quelqu'un qui était totalement anti-politique. Et puis il me demande quel âge j'ai, je dis 41 ans. Il me dit ouais mais t'es encore jeune, t'es encore naïf. Voilà, je comprends bien. Tout ça pour dire ça en fait. Pas du tout. Mais ce que je remarque, enfin je suis assez content qu'au sein du parti il y ait beaucoup de jeunes sur les listes. Sur la liste régionale, il y a un tiers de la liste sont des jeunes de moins de 35 ans. Sur la liste fédérale, c'est une liste aussi très jeune et très renouvelée. C'est un beau message aussi d'ouverture, et c'est aussi je trouve un bel hommage au travail de fond qui est réalisé par Défi. Le fait de voir des jeunes s'investir, ça montre que finalement notre message porte. Et quand je parle d'ouverture, voilà, on a deux exemples ici. Il y a un travail réellement de fond à réaliser par rapport aux jeunes. J'ai aussi eu l'occasion de débattre devant des classes de 5e, 6e secondaire, où je vois aussi qu'on est face à une société qui veut des résultats tout de suite. On est dans l'instantané. Exactement. Et c'est très difficile de faire comprendre qu'il y a de la nuance, qu'il y a des délais pour que les idées se transforment en actions concrètes. C'est notre rôle en tant que politique
de le faire, mais c'est pas évident. Et donc chapeau à eux pour se lancer dans l'arène. Et aussi en matière d'éducation, c'est absolument fondamental, et les débats l'ont démontré, d'éveiller l'esprit critique chez les gens, chez les jeunes, de se poser des questions, d'aller lire les programmes et de ne pas juste voter par la passion de la première impression, mais d'avoir aussi une réflexion derrière et d'aller lire, d'avoir un esprit critique. Je pense que c'est fondamental pour le bien et pour l'avenir de notre société que d'avoir des têtes bien faites. Et relever le défi numérique est absolument fondamental. Ça passe par des cours dès le plus jeune âge, par des initiations au codage dès le plus jeune âge, et comme on l'a dit... Il faudrait faire rentrer peut-être dans la réforme le tronc commun, d'avoir... Mais on en parle dans le pacte d'excellence, on parle notamment du numérique, peut-être qu'il faut l'accentuer, et de toute façon, enfin, c'est une dynamique qui est entamée, mais il faudra l'évaluer, et c'est aussi fondamental d'évaluer les politiques et d'admettre qu'on puisse se tromper et de réparer nos erreurs. C'est aussi notre rôle en tant que politique. On ne doit pas foncer tête baissée, quoi qu'il arrive, en se disant, voilà, on a décidé quelque chose à un moment. Il faut maintenir le cap par souci de fierté. La cohérence veut aussi que, contrairement à, même si c'est un peu contradictoire, que parfois, on peut se tromper et il faut admettre qu'on puisse se tromper et aller vers d'autres solutions qui sont plus efficaces. Et pour conclure, toujours au niveau du numérique, ça commence dès le plus jeune âge et ça se poursuit. On a donné l'exemple de Proximus, mais il est fondamental de mettre en place cette formation continue. On parle de Proximus qui est une grosse société, mais moi je pense aussi aux tout petits entrepreneurs qui sont face justement à des géants qui arrivent sur le marché belge, qui sont face à ces géants qui ne payent pas de taxes, une concurrence déloyale, et qui doivent s'adapter, et qui ne sont pas spécialement outillés, qui ont peut-être étudié, fait des études, qui ont fait Solvay, Sciences Éco ou autres, et qui ont créé leur société, mais qui doivent s'adapter au numérique, qui ont peut-être maintenant 50 ans, 55 ans. C'est très difficile de retrouver du travail si on perd sa société à cet âge-là, et c'est fondamental de mettre en place les outils pour venir en soutien à ces entrepreneurs qui doivent prendre le train du numérique en cours. Voilà aussi une priorité qui est défendue. Donc continuer aussi un peu, on a parlé de Monsieur Gossoin, qui a fait beaucoup pour les incubateurs à Bruxelles, avec Digitizer, continuer dans cette politique de développement. Donc il y a le plan Nextech qui a été mis en place par Didier Gossoin en collaboration avec les différents acteurs de terrain, et je pense aussi, c'est encore une fois fondamental de ne pas travailler en vase clos, mais de travailler en concertation avec les experts. On n'a pas la science infuse, il faut s'entourer des personnes de terrain pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Le plan Nextech a été lancé, ça a été élargi, Digital Brussels, et il faut bien sûr continuer et amplifier parce que c'est l'avenir. Ça ne veut pas dire pour ça que le contact humain et que certains métiers actuels doivent tous disparaître. Il y a encore, on n'est pas dans la campagne même aujourd'hui se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux dans la vie. Il faut garder une réalité, la réalité de tous les jours, et continuer à se parler. Ça, c'est aussi fondamental, et ça fait partie, je pense, du vivre ensemble. On ne vit pas seulement ensemble sur Internet. Justement, juste milieu. On approche de la fin de cette émission, et donc comme il dit, le vivre ensemble, ici donc c'est un peu la télévision radio du vivre ensemble à Bruxelles. Ce vivre ensemble a été malmené, on le voit encore dans la campagne électorale avec différents tracts plus communautaristes les uns que les autres. On racole à tout va, comme on dit. Qu'est-ce qu'il faudrait, quelles sont les mesures maintenant pour faire un peu rapprocher les communautés? On a fait avec Al-Mouatine, on a fait un Shabbat et Iftar au Centre Juif Européen, et plusieurs projets même au niveau des femmes, des rencontres de femmes. C'est des petites initiatives, des petites gouttes d'eau dans la mare, mais là quand on voit encore à Anvers un représentant du Vlaams qui va saccager une enseigne d'une épicerie ou d'une boucherie. Alors commençons par Jonathan de la Tower au niveau fédéral. Mais on continue avec les soldats dans les rues. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est d'abord une problématique différente, les soldats dans les rues. Là on parle d'un problème de sécurité, et voilà, les soldats ont répondu présent. Il y avait une analyse qui était faite par l'OCAM, et donc ça c'est un problème
qui est à part et que je ne mélangerai pas par rapport à l'augmentation des tensions dans notre société et aux problèmes de racisme et de discrimination en tout genre. Je pense que l'école a un rôle majeur à jouer. On l'a dit, l'école n'est pas seulement là pour transmettre des savoirs, des connaissances rationnelles aux jeunes, elle est là aussi pour préparer à une société apaisée et construire une société apaisée. Et donc, il est important qu'on organise, par exemple, des cercles de parole. Il y a une ASBL qui fait un boulot remarquable, c'est Bienveillance à l'école. Elle porte bien son nom, c'est former les enseignants pour organiser des cercles de parole et pour finalement préparer les élèves à faire connaissance dans leur diversité, qu'ils puissent échanger, voir comment ils se ressemblent, apprendre à s'écouter aussi, de l'empathie. Tout ça doit être développé à l'école parce que ce sont eux, après, qui sont les futurs citoyens de notre pays. Et enfin, citoyens appelés à voter. Et donc, quand j'avais vu ces tensions aussi lorsque j'étais étudiant à l'ULB, donc je voyais ces tensions aussi entre différentes communautés juives et communautés musulmanes, pour ne pas les citer. Et donc, avec des amis, on avait décidé de créer une association, le cercle judéo-musulman pour l'amitié et le dialogue, parce que justement il fallait dialoguer, tisser des liens, apprendre à se connaître, faire reculer les préjugés et pouvoir diffuser finalement à l'ensemble de la société, être finalement rayonner dans le reste de la société. J'ai aussi eu l'occasion de travailler avec des écoles, donc avec notamment l'Institut La Sainte Famille de Schaerbeek, où on a, avec des élèves musulmans et des étudiants juifs, on a organisé des rencontres, on a mené un gros projet sur une réflexion sur notre société, sur la nature humaine, ce que l'homme était capable de faire, comment est-ce qu'on pouvait trouver des solutions. Et donc c'est véritablement essayer de créer des connexions et une réflexion sur la société qu'on a envie de bâtir avec un projet véritablement inclusif ensemble. Et il est important aujourd'hui, et c'est ce que DEFI fait, c'est-à-dire de ne pas attiser les tensions, de ne pas diviser. Lorsque j'ai vu encore un tract où on montre une photo avec trois femmes dans une piscine avec ce qui ressemblait à un burkini et trois femmes qui étaient là en maillot de bain, et on demande qu'est-ce que vous préférez. Mais dans quoi est-ce qu'on est? Il faut arrêter. Arrêtons ce populisme, arrêtons de fracturer notre société, arrêtons tout cela et essayons de d'écrire un projet commun, et je pense que DEFI est un superbe projet commun que nous proposons en tout cas pour rassembler les citoyens. Nabil, alors au niveau de la jeunesse, vivre ensemble, comment vous vivez? Et écoutez, je vais dans la continuité de ce qu'a dit Jonathan. Il est clair que l'école, c'est le foyer même de la solidarité du vivre ensemble. Tout simplement. Parce que lorsque vous voyez des gamins qui arrivent à l'école et qui ne connaissent encore rien, moi je vous parle dès le plus jeune âge, maternelle, primaire, mais écoutez, ceux-ci, si vous leur inculquez un maximum de valeurs citoyennes, telles que le respect, le vivre ensemble, la solidarité, l'entraide, je peux vous dire que ces gamins vont grandir avec ça bien inculqué en eux-mêmes et vont montrer l'exemple aussi. Et malheureusement, actuellement, voilà, on tombe dans la bassesse d'esprit, on tombe dans le communautarisme, on tombe, voilà, malheureusement, ces élections aussi sont révélateurs d'une certaine tendance et sont révélateurs d'une certaine réalité du terrain. Voilà, donc je suis, voilà, je sais pas moi, je suis turc, je reste avec les Turcs, je suis arabe, je reste avec les Arabes, je suis belge, je reste avec les Belges. Non. Vivons ensemble. Bruxelles, c'est la deuxième ville la plus diversifiée au monde, plus de 184 nationalités. Mais on doit en faire de ces nationalités-là et de cette diversité notre force et pas notre faiblesse. Lorsqu'on voit par exemple des métropoles comme on peut même qualifier ça de mégalopoles, comme Dubaï par exemple, qui est la première ville la plus diversifiée au monde, partez voir leur niveau de vie, partez voir la manière dont voilà, il y a des liens qui tissent ensemble et donc voilà, un jeune avec un autre jeune qui ne soit pas de la même confession ni même de la même nationalité, etc., qui tissent des liens ensemble. On est tous belges, et à quoi bon tomber dans les injures, à quoi bon tomber dans les préjugés, etc. Comme je vous ai dit, le vivre ensemble, c'est le vecteur de productivité d'un meilleur avenir, tout simplement. C'est comme si vous construisez une maison mais vous n'avez pas de fondation. Elle risque de s'écrouler petit à petit, et malheureusement notre société commence à s'écrouler petit à petit. Parce que lorsque vous voyez un qui fait un tract en turc et l'autre qui le fasse en arabe et l'autre que... c'est même les gens commencent à en avoir marre.
Et j'entends énormément de gens voilà, indépendamment des autres thèmes tels que le logement, l'enseignement, etc., ben, ils sont à la recherche du vivre ensemble. J'ai rencontré une jeune dame hier qui me disait, ben, écoute, c'est incroyable, je n'arrive plus à vivre dans ce pays et pourtant j'y suis né. Elle dit, écoute, je termine mes études et j'ai envie de prendre ma famille et on s'en va tout simplement. Elle me dit parce que je marche dans la rue, que j'ai un voile, une kippa ou autre chose, je me fais insulter, on me regarde bizarrement et on a des préjugés tout simplement. Donc, je pense que l'amélioration du vivre ensemble passe tout d'abord par une remise en question personnelle, une remise en question en général de la société, mais passe aussi par des actions citoyennes, passe aussi par des actions qui sont réalisées par des associations. On a la chance d'être dans un pays où nous avons énormément d'associations qui sont sur le terrain. Vous avez des maisons de jeunes aussi voilà, qui jouent le rôle aussi de médiateurs de terrain et qui doivent jouer aussi le rôle de porte-parole du vivre ensemble, de la mixité sociale, tout simplement. Alors, Marco Lowenstein, s'il vous plaît, mais en quelques minutes, parce qu'on arrive vraiment. Je vais aller très vite, peut-être en guise de conclusion par rapport au vivre ensemble. Exactement. Nos deux jeunes ont parlé de l'éducation, de l'école. Je pense que c'est aussi important, en tant que politique, de parler aussi du rôle d'exemplarité que doivent avoir les mandataires politiques. Et on est en période électorale. Et souvent, certains, à court d'arguments peut-être idéologiques sur le logement, l'emploi, l'environnement, vont aller avec des arguments sous la ceinture, des arguments communautaristes, c'est simpliste, c'est facile d'éveiller les passions, les haines, c'est beaucoup plus simple de faire ça que d'expliquer les différences qu'on peut avoir sur un programme. Donc c'est fondamental d'être très vigilant par rapport à ça et que les candidats aux élections se cantonnent au programme et aux faits et aux enjeux de société, aux défis qu'on a à relever dans le futur et pas à redescendre dans les bas instincts pour essayer de récolter des voix à bas prix. Je pense que la politique vaut beaucoup mieux que ça c'est un point. Deuxième point, c'est la question évidemment de la gestion des réseaux sociaux. On a parlé d'éducation, mais c'est absolument fondamental d'éduquer les jeunes à mieux utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat. Aujourd'hui, on voit des messages de haine qui sont véhiculés sans aucune sanction. Il faut absolument déconstruire ces messages, mais également faire des exemples et les sanctionner pour montrer qu'il n'y a pas d'impunité pour les racistes, les antisémites, les xénophobes 2.0. C'est fondamental. Et je pense qu'aussi le rôle de Anne Mouatine, notamment, est important pour ça. Et je dois vous dire, peut-être en guise de conclusion sympathique, que on se sent un peu à la maison ici, surtout quand j'ai en face de moi depuis maintenant plus de 45 minutes ce mur avec ces valeurs que vous partagez, qui sont les valeurs partagées à 100% par défi. Donc j'étais assez heureux de pouvoir discuter de notre programme et du vivre ensemble avec vous. Ben, nous aussi, on était très heureux de vous recevoir tous les trois. C'était très sympathique et très éclairant aussi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Voix de fait spéciale élection 2019. Merci. Merci.